Voilà. Donc bonjour, et peut-être que certains nous rejoindront soit plus tard, soit via le replay. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un point qui n'est pas forcément aisé à comprendre au début, qui est le fonctionnement et le pourquoi de la méthode, enfin ici c'est une fonction plutôt, de la fonction super. Alors cette fonction super, on en a une documentation dans la documentation officielle de Python. Donc, si on va dans Docs, Python, ici, et puis alors, on peut le laisser en anglais ou le prendre en français, on va dans les références de la bibliothèque. Et dans toutes les fonctions natives, alors ici, on a l'ensemble des fonctions natives de Python, c'est toutes les fonctions qui peuvent s'utiliser sans faire de import en Python. Et parmi ces fonctions, nous voyons que nous avons une fonction super qui est ici et qui peut être utilisée pour faire par exemple de l'héritage. Alors, en quoi ça va nous aider? Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ici et on va commencer par quelques petits essais simples pour vous faire sentir un peu comment fonctionne l'héritage en Python de manière un peu plus poussée que ce qu'on voit habituellement dans les cours, parce qu'on va cibler ici uniquement sur super. Alors, on va ici faire une petite architecture de classe très simple. Je vais simplement, pour cela, ajouter des méthodes init, et on va simplement ici faire dans le print dans le init de A, et je vais faire une deuxième classe que j'appelle B qui hérite de A, et dans le init de B ici. Donc tout d'abord, ce qu'on peut voir ici, c'est que Python va initialiser certaines classes dans un certain ordre ici, et ça a de l'importance. Donc, ici, ce qu'on ne veut pas faire, c'est, par exemple, dire, OK, je dois exécuter le init de A, donc on fait A, init, self. Peut-être pour qu'on voit pourquoi, je vais faire un petit peu différemment. On va faire une classe B, et puis la classe C qui hérite plutôt des deux. Alors, B, donc on est dans le B, et le B n'hérite de rien. Et on va faire ici C, qui hérite de A et de B. Comme ça, on voit un petit peu ce qui se passe. Alors, ici, si je dis, OK, init doit hériter de A, enfin, C doit hériter de A, donc je veux exécuter le init de A. Le problème, c'est que ici, A hérite, enfin, C hérite de B également, donc on serait tenté de se dire, OK, on va également exécuter le init ici de B. Alors pour l'instant, on ne va pas avoir de problème. C'est-à-dire que si je fais ici, j'instancie un objet C comme ça, on va voir qu'on est dans le init de A d'abord, et puis dans le init de B. Et puis, ce qu'on va voir, hop, on va juste éviter les erreurs. Voilà, alors on va être dans le init de A, dans le init de B, et finalement le init de C. Cette ligne va être exécutée en dernier. Alors pour l'instant, pas trop de problème. Le problème, mettons, c'est que si toutes ces classes, enfin ces deux classes A et B par exemple, héritent également d'une même classe, qu'est-ce que ça donnerait? Alors mettons que je mets une classe d'origine O, classe O majuscule, ici. On va faire ça comme ça. Ici, on est dans la classe O, et dans A, on hérite de O.
en fait, cette classe O existe en Python, elle s'appelle Object, et puis toutes les classes héritent d'Object. Donc, on va voir apparaître un problème ici. Si B hérite également de Object, donc O, ici, et puis que du coup, O et pas out, et que du coup, on va en face, imaginons qu'on va appeler explicitement le init ici de la classe O, et ici également, on appelle le init de la classe O. Il ne faut pas que j'oublie les underscores. Donc, si je fais ça et que je réexécute mon problème, alors, tac, 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 voilà. Donc, si je fais ça, ce que je vais voir, c'est qu'avec cette manière de gérer l'héritage un petit peu naïve, c'est-à-dire qu'à la main, je vais dire, OK, bon, on est dans le C, C hérite de A et de B, donc j'exécute le init de A et de B, et puis ici, j'hérite de O, donc j'exécute le init de O, et ici, j'hérite de O aussi, j'exécute le init de O. Et ici, j'hérite de personne, donc je fais le init de personne. Ou alors, on pourrait imaginer ici que, en fait, finalement, là, on hérite de object, donc je vais faire object.init de self, par exemple. Self. Alors, OK. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a le init de C qui est exécuté, et puis, enfin, on a le init de O qui est exécuté en tout premier, et puis le init de A, et puis le init de O nouveau, B et C. Je vais peut-être inverser les choses pour qu'on voie plus dans l'ordre dans lequel les choses sont appelées. Donc, on va le faire comme ça on verra les choses plus dans l'ordre. Si je mets l'appel avant d'appeler le print avant d'appeler le init, on va voir l'ordre dans lequel sont appelées les choses. Et voilà, donc dans ce cas-là, en premier, quand j'instancie C, c'est le init de C qui est exécuté. Ensuite, il y a le init de A qui est exécuté. Et puis, le init de O qui est exécuté. Et puis ensuite, le init de B qui est exécuté. Et puis, de nouveau, le init de O. Donc, on voit qu'il y a un init, celui de O, qui est exécuté 2 fois, ici et ici. On voit également qu'il y a un problème, c'est que B hérite de O, mais le init de O est exécuté avant le init de B. Donc, on a une sorte d'inversion ici qui fait que notre manière naïve de gérer l'héritage crée finalement la situation où dans les héritages complexes, on aurait finalement le init d'une classe héritée qui peut être appelé avant cette classe fille-là. Donc, en fait, le O est appelé avant B, alors que dans une bonne manière de faire, le fait que B hérite de O devrait faire qu'on ne peut jamais avoir une méthode de O qui est appelée avant la méthode de B. Donc, ici, une part de la complexité vient du fait qu'on a voulu gérer les choses à la main. Pour voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe, on va juste faire un petit dessin. Et donc, en faisant les choses à la main, comme ceci, alors si je vais ici, on va éliminer ça, on va ajouter peut-être UML. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été ajouté UML? Là. Et puis, utiliser les formes sélectionnées. Ce qui m'intéresse ici, c'est juste les classes. Donc ici, on a une classe object qui est la mère de tous les objets. Donc, vous m'arrêtez si jamais vous avez des questions. Ensuite, on a O. Ensuite, on a deux classes A et B qui héritent de ça. Donc, A et B. Et ensuite, on a C ici. Donc, C hérite à la fois de... Alors, je vais
faire ça comme ça, directement mettre la bonne flèche. Là, voilà. Donc, C hérite de A et hérite de B. A hérite de O. Et ici, P hérite de O. Et O hérite de object. Donc, voilà ce qu'on a fait ici. Alors, ce qui se passe, c'est que l'ordre dans lequel nous avons fait les choses ici, manuellement, fait que d'abord, nous exécutons le init de cette fonction-là. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est qu'on appelle le init, on exécute le init de celle-là. Comme A appelle le init de O, on exécute ici le init de O. Et ici, on exécute le init de object. C'est-à-dire qu'on a fait une sorte d'architecture où on va d'abord en profondeur, ensuite on revient là et on revient ici. Et ce qu'on voit, c'est que, du coup, ceci est finalement initialisé avant même qu'on ait initialisé ceci. Et ça, c'est un problème. Maintenant, on va refaire, on va initialiser ici. Alors, je vais le mettre en orange. Et puis, on va réinitialiser une deuxième fois ici. Et puis, réinitialiser une deuxième fois ici. Voilà. Donc, vous avez compris maintenant que ce n'est pas ce qu'on veut faire. Ici, ce qu'on veut faire, c'est suivre ce qu'on appelle l'ordre de résolution des méthodes de Python. On peut voir, visualiser cet ordre de résolution des méthodes de Python en prenant la classe C, en faisant un point, et puis MRO. MRO signifie Method Resolution Order. Donc, dans ce Method Resolution Order, on va voir que l'ordre dans lequel Python veut exécuter les différentes méthodes init, ici, est listé dans cette liste qui est affichée à l'aide de la méthode MRO. Donc, d'abord, Python veut initialiser le C, donc ça, c'est bon, on est OK. Ensuite, il va initialiser le A, là, c'est OK. Mais ce qu'on voit, c'est que Python, avant d'initialiser le O ici, il va d'abord s'occuper de B, qui est ici après. Et ensuite, une fois qu'il s'est occupé de B, alors il va s'occuper de O, et finalement, il va s'occuper de Object. Donc, pour faire ceci, il faut que, plutôt que de vouloir tout maîtriser, vouloir tout contrôler de mon côté, je vais essayer de suivre cette liste-là. Et pour suivre cette liste-là, Python nous donne un moyen simple qui est la fonction super. Je regarde ici. Voilà, parfait. Donc, voilà. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, oui. Parfait. Donc ici, la méthode super nous sert exactement à ça. Alors, quand j'instancie le C, ici, au premier étage, nous allons directement avoir ce init qui est exécuté. Donc, ce init-là va être exécuté. Et si je ne mets rien maintenant, à ce niveau-là, on voit que lorsque j'instancie C, il va appeler que le init de C. Donc, finalement, si je ne mets rien d'autre que print C, il va initialiser que C, mais il ne va pas initialiser les classes dont hérite C. Et ça, c'est un problème également. Okay, nous, on veut initialiser toutes les classes dont on hérite. Alors maintenant, comment faire pour ne pas tomber dans le même piège qu'avant, de faire à la main les choses, et puis d'essayer de suivre cette liste-là? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler super ici. Super et super.init. Attention, juste le petit piège au début, c'est quand j'utilise super ici, de cette manière-là,
je ne remets pas le self comme on l'a mis avant. Avant, rappelez-vous, nous avons fait a.init.self parce que A est une classe et qu'on accède à une méthode de cette classe via la classe. Donc, je suis obligé de mettre le super. Mais super, lui, nous donne directement ce qu'on appelle une bound méthode, donc une méthode liée à un objet, ce qui me permet de ne pas avoir besoin, ici, dans la parenthèse, de remettre le self. Donc, je ne remets pas le self. Ici, donc si je fais ça, et que j'instancie de nouveau C, je vais voir maintenant que je suis dans le init de C et qu'ensuite il exécute le init de A qui est à la suite de C ici. Alors, en fait, ce super ici, que je l'utilise sans argument, donc juste super avec des parenthèses, ceci est exactement équivalent à dire super C, virgule, self. Donc, lorsque je ne mets pas d'argument, c'est équivalent à super C, self. Donc, je vous encourage à l'utiliser de manière générale, sans aucun argument ici. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Et ce qu'on voit, c'est que en faisant ça, nous avons le init de la classe suivante, A, qui est appelé. Donc ici, si je prends C, self, alors super va prendre la liste du méthode resolution order, de l'ordre de résolution donc, de nos méthodes. Il va dire, OK, nous sommes au niveau de C, prendre la classe d'après, A, renvoyer une méthode qui est liée à cet objet self, et exécuter le init. Ça veut dire aussi que je pourrais exactement contrôler ce que je veux. Ici, si je mets à la place de C, si je mets A ici, ça veut dire qu'on se positionne ici. Super va donc appeler la classe qui est située après le A, donc B, et appeler son init. On s'attend donc ici qu'on est dans le init de C et directement dans le init de B. Essayons. Hop. Et nous voyons que nous sommes le init de C. Ici, manuellement, nous avons fait la démarche d'ignorer le init de A et d'avoir directement le init de B. Le fait que j'ai mis super A self fait que le A est là, donc super va aller chercher la classe suivante dans l'ordre de résolution des méthodes et va exécuter son init. Okay. Si je suis cette même logique et que si j'écris super B self, à ce moment-là, il va ignorer celle de B, il va prendre celle de la suivante ici, celle de O. OK. Et finalement, si je mets celle de O, ici, si je mets O, et que j'exécute ça et que j'exécute le C, il va appeler juste après le init. Alors là, on ne voit rien. C'est le init d'object. Le init d'object, je n'ai pas vraiment le contrôle dessus, donc je ne vais pas pu lui mettre en print dedans, mais donc c'est effectivement le init qu'il a appelé. Donc voilà, à ce niveau-là, ce que fait super. Donc super, si je mets donc super c, self, il va aller chercher ici c dans le numéro et il prend l'élément d'après. OK, donc ici, ça c'est le par défaut, donc j'ai rien besoin de mettre et j'ai cette situation-là. Donc il prend, il exécute ce init-là et ensuite avec ça, il repère C dans cette hiérarchie et il va prendre la classe A, il va caster ou transformer self en une instance de A, si on veut, et appeler init dessus. Et donc, on aura ça. Donc, ici,
ceci appelle donc ceci. Maintenant, je peux chaîner les choses. Pour suivre cette hiérarchie, je peux utiliser plusieurs fois super pour faire que lorsque le init de C est appelé, alors j'ai le init de A qui est appelé. Lorsque le init de A est appelé ici, je voudrais que le init de B soit appelé ici. Et puis à la fin de la chaîne, après le init de B ici, j'aimerais que ce soit le init de O qui soit appelé, et puis ensuite le init de object. Alors comment est-ce que je fais ça? Je vais adopter une attitude collaborative. C'est-à-dire qu'on va appeler qu'une fois super dans chacune des classes. Alors, dans le C, ici, je mets un super init, ici, qui va exécuter le init ici, de A. Dans le init de A, je vais mettre un super init qui va exécuter le init de B. Dans B, alors là, on peut déjà vérifier ça. Donc, on voit qu'on devrait appeler le init de A, de C, pardon, qui va appeler le init de A, et le init de A va appeler le init de B. Donc, dans l'ordre, on aura dans le init de C, dans le init de A et dans le init de B. Essayons d'afficher ça. Ici, nous avons bien ceci. Dans le init de C, dans le init de B, de A et dans le init de B. Et tout ça en ayant un super dans chaque fonction. Alors, continuons cette logique-là. Super, ici, point init. Et donc, du coup, ce super.init va appeler le init de la classe suivante, O, qui est ici. Et finalement, si je mets un super ici, point .init, nous aurons l'appel du init, pardon, pas de self, du init de object. Alors, ce object-là, en Python 3, on n'est pas obligé de le mettre. Il est toujours là. Si je ne le mets pas, c'est équivalent à faire ceci. Mais en Python 3, on a l'habitude de ne pas le mettre. On ne fait pas ça non plus. Je vois parfois ça sur le Discord. Donc, on ne met pas des parenthèses sans rien à l'intérieur. Quand on définit une classe, on met simplement rien. Donc, si nous n'avons aucune classe de laquelle hériter, autre que object, nous ne mettons simplement rien après le nom de la classe. Voilà. Et si je fais ça, nous voyons maintenant que les inits dans ma hiérarchie sont bien exécutés dans l'ordre désiré par Python. Donc d'abord C, puis A, puis B, puis O. Donc d'abord C, puis A, puis B, puis O, puis object à la fin qui ne print rien parce que je ne peux pas modifier object. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est que ce qu'il faudrait faire dans un init, quand on fait de l'héritage multiple comme celui-là, ça serait de toujours appeler super pour exécuter le init des classes enfants, des classes parentes, par exemple. Et donc, de cette manière, avec l'usage de super, vous allez toujours appeler les choses dans le bon ordre. Si pour une raison X ou Y, vous vouliez sauter un étage, par exemple ici, si on voulait éliminer l'appel de A, mais passer directement à celui de B, je peux explicitement dire B self, mais de manière générale, utiliser plutôt super sans argument. Ça veut dire ça correspond une nouvelle fois à super C et self, de telle manière à ce que les choses se fassent dans le bon ordre. Jusqu'ici, c'était relativement simple parce que nous n'avons pas besoin de nous préoccuper des arguments qui sont passés au init. Nous n'avons pas de paramètres dans ces inits-là. Donc, finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, imaginons que ici, nous avons un paramètre C1 et puis ou deux paramètres C1 et C2 qui seraient passés en argument de cette classe-là. Imaginons qu'ici, nous avons deux paramètres B1 et B2
qui sont passés en argument de cette classe-là. Ici, nous aurons des paramètres A1, A1, voilà, A2, et quant à faire A3, pour montrer qu'on n'est pas obligé toujours d'en avoir 2 ou 1. Et puis ici, j'ai, mettons, en paramètre O1, petite O1 qui est passée. Alors, essayons de voir ça. Bien sûr, si je fais ça comme ça ne fonctionne plus. Donc ici, ça ne fonctionne plus. Et ici, même si je mets je passe des paramètres C1 et C2, donc 1,2, ça ne fonctionne pas parce que A a besoin de nos 3 paramètres, A, etc. Donc j'ai besoin de quelques paramètres. Alors évidemment, je pourrais faire C1, C2, ensuite on va sur A, on a A1, A2, A3, donc A1, A2, A3, ici, et puis A1, A2, A3, mais en même temps, ensuite, éventuellement B va être appelé, et donc j'aurai besoin ici d'avoir encore en B1, B2, B1, B2, B1, B2, et puis ici, de passer B1, B2 à B1, B2, et puis encore, on n'a pas fini, ici, B1, B2, mais on a besoin encore de passer O1, et O1 ici, et puis finalement on reçoit O1 ici, puis pour l'object, on n'a rien à passer, ce qui fait que dans le premier niveau, nous avons O1 ici encore, O1. Alors, vérifions ça, tac, O1, O1, et puis là, B1, B2, O1, 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 et puis rien. Essayons de tout ça. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas ici? O. O est pas 0. Tac, puis j'ai mis un 0 quelque part encore. O1, là. Voilà. Alors ici, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je donne des arguments, et puis maintenant ça passe. Alors c'est un petit peu le cauchemar de faire ce genre de choses. Alors comment procéder? Alors, une manière relativement agréable de procéder, c'est uniquement de s'occuper de sa propre classe ici, et éventuellement ensuite d'utiliser les arguments mots-clés. Donc, par exemple, ici, je vais utiliser ce qu'on appelle, par exemple, KW-args, donc le double étoile. KW-args va capturer les arguments surnuméraires, mots-clés que je vais pouvoir appeler ici. Et il va envoyer, et on va envoyer ces arguments mots-clés à la suite. Et puis, ici, on va juste capturer ce qui est nécessaire pour le A, et on va simplement mettre en KW-args ici, et puis simplement les envoyer plus long. KW-args ici. Pareil pour ici, on va simplement dans B s'occuper de B, pas du reste, et puis on va laisser en KW-args ici. Et donc, ici, KW-args. Commencez à voir apparaître une sorte de pattern, de motif ici, et puis finalement, ici, on va juste recevoir O1. On peut également mettre en KW-args, et normalement, on devrait être au bout ici. Donc, et puis, voilà, KW-args. Et puis,
de cette manière-là, ça continue à normalement fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, text 3 positional argument but none were given. Effectivement, ici, je vais avoir besoin, dans cet appel, de se dire, OK, ben, je vais seulement C1 et C2. Donc, on va essayer de passer les choses ici sous forme d'arguments mots-clés en général. C1 égale 1, C2 égale 2. Ça, c'est les deux arguments qui sont nécessaires pour le fonctionnement de C. Et puis A1, A2, A3. Et puis au B1 et B2. Et finalement O1. Donc, je vais plutôt utiliser les arguments mots-clés. Name is not defined. Alors, hop, KWAX, KWAX, KWAX. Alors, où est-ce qu'il n'est pas? Il est dans la classe A, Thierry. Ah, j'ai oublié en R. Oui. J'ai oublié en R ici. Parfait. De nouveau là. Et là. Voilà. Et maintenant, ça fonctionne. Donc ici, alors déjà, je recommande dans ce genre, quand l'héritage se complexifie, d'utiliser des mots-clés. Pourquoi? Parce que du coup, ça devient plus très important de savoir l'ordre dans lequel je dois mettre les choses. Donc, que je mette ça à la fin, au début, que je mette le B1 ici. Finalement, ça n'a pas d'importance. Ça va fonctionner. Donc ici, utiliser des arguments mots-clés, c'est bien. Alors ici, les KWAX me force des arguments mots-clés, mais C1 et C2 peuvent être soit mots-clés, soit positionnels. Alors si je veux forcer C1 et C2 à être également des arguments mots-clés, ce que je peux faire, c'est mettre une étoile juste là-devant. Alors ça fonctionne que dans les dernières versions de Python. 3.7, sauf erreur, à vérifier. Mais ici, de telle manière à ce que, par exemple, je ne puisse pas appeler certains arguments sans les appeler dans leur forme mot-clé. Et comme ça, donc moi, ce qu'il me suffit de savoir, c'est d'appeler C et mes rows, de voir que j'ai C, A, B et O, et de savoir, ou de lire la doc de C. Et puis du coup, la doc de C va me dire quels sont les arguments dont j'aurai besoin dans C. Et puis à C, C va uniquement se préoccuper de tout fournir ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du reste. Dans la doc de A, il va y avoir également des informations sur A, des informations sur B, etc. Donc, on va pouvoir, via ce méro, se demander effectivement de quoi on a besoin en tant que développeur, qu'est-ce que vous avez besoin de nous envoyer ici pour que ça fonctionne. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ici, je m'occupe uniquement de ce dont a besoin C. Donc, par exemple, ici, on peut faire un self.c1 égale C1, self.c2 est égal à C2. Et puis après, j'appelle le init, même chose, là on arrive dans A. Alors ici, je m'occupe simplement de ce dont j'ai besoin ici. Donc, self.a1 égale A1, self.a2 égale A2, self.a3 est égal à 3. Et puis, dans B, je m'occupe uniquement de ce dont j'ai besoin dans B. Donc, alors, bien sûr, les lettres m'aident ici à schématiser, pour que vous puissiez voir le schéma récurrent qui apparaît, mais de manière générale, vous n'avez pas des lettres, mais bien sûr, vous avez des classes qui représentent des choses et des attributs, donc qui sont un petit peu moins systématiques que ceux-là. Ici, self O1 égale O1. Voilà. Et on a une hiérarchie qui fonctionne. Alors, le schéma qu'on a vu ici, c'est donc de systématiquement s'occuper de soi et d'appeler super
avec tous les arguments qui ne nous concernent pas. Et c'est la classe suivante qui s'occupera de prendre ce dont il a besoin et de passer plus loin, de refiler le bébé à super.init pour que la suite fasse son travail. La suite va extraire B1 et B2 et puis refiler ce qui est surnuméraire à O. Et O va extraire ce dont il a besoin et passer tout ce qui reste à object. Normalement, il ne doit rien rester à ce niveau-là. S'il restait quelque chose à ce niveau-là, ce serait, alors regardons, par exemple, ici, si je mets en H égale 100, non, 199, hop, les premiers, on voit que dans ce cas-là, object.init, qui va prendre un argument, self, c'est tout, a reçu ici en H égale 199 à la fin, et ça, il ne veut pas. OK? Donc là, j'ai un argument surnuméraire qui a entraîné une erreur. Voilà. Donc, vous avez maintenant une vision un peu plus précise de comment vous organiser lors d'un héritage multiple. Si on prend un exemple, ici par exemple une classe, les formes c'est toujours souvent utilisé pour donner des exemples, une classe rectangle. Alors une classe rectangle, elle a juste besoin de, dans son init par exemple, hop, donc self, elle a besoin d'une largeur et d'une hauteur, 8. Et d'éventuels, alors ici, d'arguments surnuméraires. Je vais ici me mettre mon étoile pour vous forcer ou forcer l'utilisateur à appeler 8 et 8 comme des arguments mots-clés. Et ce que je vais faire ici, donc c'est self.width égale 8 et self.8 égale 8. Et puis le reste, je vais appeler super, soit avant, soit après. Typiquement, ça va dépendre un petit peu de la situation, mais je vais le faire en général avant, super, init. Et là, j'envoie tout ce qui ne concerne pas le rectangle. Donc ici, kwArgs. Voilà. Donc là, on initialise en fait finalement ici ce qui vient après, en principe, object. Voilà. Maintenant, on peut imaginer que nous avons une classe carré, square. Cette classe carré, c'est une sorte en carré, c'est finalement en rectangle, mais avec finalement une hauteur qui est égale à la largeur. Alors ici, je peux faire un init, self. Alors ici, on va prendre une longueur du carré, et puis même chose, kwArgs ici. Alors, je vais faire un super, init. Ici, ce que je peux faire, c'est explicitement passer en width égale length, de dire que voilà, la largeur, c'est égal à la longueur de mon carré, et puis qu'est-ce que j'ai mis, width, et puis 8, la hauteur, 8, c'est égal également à la longueur de mon carré, et puis je lui passe les arguments surnuméraires kwArgs. Voilà, et puis là, je vais simplement enregistrer éventuellement, même j'ai rien besoin d'enregistrer en plus. Donc là, on est bon. Qu'est-ce que il me fait ici? Rectangle. Voilà. Et puis, si on part sur une forme géométrique, une forme géométrique en 3 dimensions,
en cube. On peut imaginer que c'est en carré, en cube, mais avec une troisième dimension, avec la longueur dans une troisième dimension. Alors ici, on peut imaginer donc en init, self, toujours, alors on va toujours prendre la longueur et kwargs ici, et puis on va dire, hop, on va appeler super, super point init, avec la longueur. Et de nouveau, toujours, j'oublie pas d'envoyer d'éventuels arguments supplémentaires. Et puis, self.e, j'ai déjà dit 8, alors width 8, et alors width 8, et puis qu'est-ce que je peux mettre, profondeur, depth égale length, par exemple, également. Et puis, et puis voilà, pour le cube, donc, je peux instancier un cube de côté 10 cm par 10 cm par 10 cm. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Takes one positional argument. Ici, length. C'est pour ça que j'ai mis l'étoile, hein, pour forcer du coup les choses. Et voilà. Et puis pareil, ici, width et 8 kW arcs, length égale width. OK. Et normalement, maintenant, en appelant les choses par le init length égale length. C'est effectivement pas là que je dois le faire. Voilà. Et puis, normalement, maintenant, ça joue. OK. Donc, voilà, je peux avoir un cube qui, finalement, est construit sur la base initiale d'un rectangle avec une hauteur, une largeur. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement, on a suivi cette hiérarchie et que le cube, il a bien une largeur, une hauteur, 8, et une profondeur, depth, par exemple. Et on pourrait faire la même chose, du coup, finalement en ayant une méthode, ici delf, compute area, ou alors une property area, par exemple, def add property, on va faire area, self, return, pour le rectangle, donc c'est self width fois self 8. Voilà, pour le carré, je vais directement hériter de ça. Pour le cube, je vais prendre l'aire du carré et je vais encore multiplier par la hauteur. Donc ici, je peux init, pardon, pas init area, donc add property area self. Alors, la base c'est calculé avec super. OK. Self.area. Et puis, je vais calculer la surface du cube en multipliant ça par 6 côtés, puisque j'ai 6 fois la base et l'aire d'un cube.
ça va être l'aire de tous les côtés du cube. Donc 6 fois base, par exemple. Donc là, on voit que j'ai utilisé super pour aller récupérer le area de square. Et square, il ne l'a pas redéfini, donc il utilise directement le area de rectangle. Et normalement, si je n'ai pas fait n'importe quoi, on va peut-être exécuter tout, comme ça je suis sûr que j'ai tout réexécuté dans l'ordre. Ici, j'ai un cube de longueur 10, 10 fois 10, donc c'est une surface de 100, le cube, point area, et 100 fois 6, 600 area. Et voilà, on a bien 600 cm² de surface sur un cube de 10 par 10 par 10. Et ici, on a utilisé chaque fois super. De nouveau, super a été recherché ici le area selon le method resolution order, MRO. OK, on voit que d'abord on a cube, ensuite on a square, rectangle, puis object. Alors ici, on est dans cube. Donc si on fait super.area, ça va rechercher dans square, donc directement en suivant ça. Dans square, j'ai rien fait de spécial, ça veut dire que j'ai hérité du area qui était dans rectangle, qui est celui-là et qui continue de fonctionner dans square par notion d'héritage. Mais je pourrais très bien avoir calculé, par exemple, quelque chose ou fait quelque chose de spécial. Par exemple, ici, je pourrais juste pour le montrer, juste pour le fun, me dire, nous faisons area, ici self, juste en print, ici, dans la property area de square, return directement, super.area. On exécute le tout. OK, donc on voit que quand je calcule ces area, le super de area va appeler ce area-là, et le super de ce area-là va appeler le area de rectangle. Donc on a bien les choses qui se font dans l'ordre. Voilà, donc pour vous aider ici, je recommande de systématiquement, sur chaque étage d'une hiérarchie d'héritage, en tout cas pour le init, d'utiliser des arguments mots-clés, de chaque fois avoir un KWAX dans tous vos inits de la hiérarchie, et de chaque fois vous préoccuper de vos propres arguments, d'appeler le init avec le KWAX ou avec les arguments nécessaires pour l'initialisation. Et ici, vous avez de quoi étudier un exemple concret d'héritage sur une hiérarchie relativement simple. Et ici, vous avez de quoi étudier un héritage sur une hiérarchie plus complexe que nous avons étudié ensemble et discuté ensemble. Donc, voilà ce que je voulais montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement de super. Une nouvelle fois, super s'appelle le plus souvent sans argument, mais peut recevoir des arguments ici qui seraient par défaut C et self. Et je peux influencer le résultat de super en modifiant la classe qui est ici. Donc, C veut dire C, et je prends celui d'après dans le MRO, à savoir A. Mais si je peux remonter dans cette hiérarchie vraiment au besoin, si pour une raison qui vous appartient, vous avez besoin de quelque part de sauter en étage, vous pourriez remonter dans cette hiérarchie. Si je mets A, alors c'est le B qui va être trouvé. Si je mets B, c'est le O qui va être trouvé, etc., etc. Donc, vous savez tout maintenant sur le super. À vous d'expérimenter et de voir où apparaissent les problèmes. Et si des problèmes apparaissent, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Merci. Pas de Non, questions. non plus. Merci. Parfait. Alors, j'espère que la notion d'héritage maintenant sera
un peu moins mystérieuse pour vous, bien que l'héritage multiple reste en art qu'on essaye parfois d'éviter. Mais par exemple, quand vous allez arriver sur du Django, Django utilise cet héritage multiple, par exemple, sur pas mal de points et utilise du coup super sur pas mal de points. Donc, si jamais ça pêche à ce niveau-là, n'hésitez pas à revenir sur ce webinaire et à regarder une fois la vidéo. Et donc, c'est quelque chose dont vous aurez effectivement besoin quand on utilise des frameworks qui utilisent la programmation orientée objet relativement de manière avancée. Et donc, bonne chance à vous et puis à tout bientôt. Merci. Bonne Merci, journée. ouais. Bonne journée.